Salut tout le monde, c'est Ratus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'il est possible de faire pour essayer d'obtenir ses premières dates payées en tant que DJ. Donc je vous raconterai une partie de mon parcours personnel, ce que j'ai pu faire pour en arriver là, mais avant de commencer cette vidéo, je rappelle bien que ceci n'est que le reflet de mon expérience, mon parcours, et que cela sera ou a été probablement différent pour vous, donc pas la peine de me dire en commentaire « Oh lol, c'est trop nul ce que tu dis, c'est n'importe quoi », parce que justement, chaque parcours est différent, et ici je vous raconte simplement le mien. Par contre, si votre parcours a été différent, alors justement, n'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires, c'est fait pour ça, et ça donnera encore plus de pistes aux débutants. Et allez maintenant, générique. Bon, donc déjà, replaçons un petit peu mon contexte personnel. Tout d'abord, les études. Donc j'étais parti au lycée faire une filière littéraire avec une spécialité cinéma audiovisuel, mais j'ai arrêté les cours en milieu de seconde, donc j'ai jamais passé le bac. Et ça a été ma plus grosse erreur, mais on y reviendra plus tard. Pendant l'adolescence, j'ai aussi fait quelques années en ligue d'improvisation théâtrale auprès de l'Improtéo dans le département de l'Oise. J'ai aussi fait du théâtre communal un peu plus conventionnel pendant une grosse partie de mon enfance. Ça, si je vous en parle, c'est parce que ça m'a vraiment aidé pour être à l'aise sur scène aujourd'hui. Niveau musical maintenant, donc j'ai commencé à faire de la musique en autodidacte à peu près en 2004, et depuis j'ai toujours fait en autodidacte d'ailleurs. Je faisais de la guitare donc au début tout seul, puis j'ai rejoint un premier groupe de musique en 2006 je crois qui s'appelait Villa Constance et avec lequel on faisait du rock. Ensuite j'ai rejoint un second groupe qui s'appelait Maya Pumpkin avec lequel on a tenté des choses un peu plus sérieuses, EP, album, etc. Par contre, c'était toujours avec les moyens du bord, donc autant vous dire méga à l'arrache. Dans le même temps, je m'amusais avec des logiciels comme Ray VJ, parce que j'aimais bien la techno et compagnie, mais je prenais surtout ça comme un jeu en fait. Ensuite, j'ai découvert FL Studio, alors je crois que c'était la version 6 ou la version 7. Au début, ça me servait juste à faire des boucles dégueulasses pour m'entraîner à la guitare dessus quoi. Par contre, au bout d'un moment, j'ai commencé à faire des choses un peu plus sérieuses sur FL Studio, parce que je me suis rendu compte que j'avais une réelle liberté d'appliquer mes idées comme je l'entendais, pas comme quand on est dans un groupe de musique où il faut faire des concessions, etc. D'ailleurs, le batteur de mon groupe s'y est mis lui aussi, donc on se refilait ensemble les astuces qu'on découvrait, etc. Parce que pour situer, à l'époque, donc en 2007 à peu près, on n'avait pas toutes les infos et tous les tutos qu'on trouve maintenant sur le net. Les seuls qu'on avait étaient soit à l'arrache, soit compliqués à trouver, soit en anglais et compliqués, etc. Il y avait toujours la possibilité de questionner des gens sur les forums, mais pareil, c'était un peu la merde avec le risque de se faire envoyer chier, moquer, ce qui m'est arrivé, et mais bon, ça pour vous ça change pas parce que c'est un petit peu comme ce qui se passe sur les groupes Facebook d'aujourd'hui. À partir de là, j'ai quasiment arrêté la guitare, j'ai arrêté l'école donc, pire erreur, et je me suis totalement concentré sur la musique électronique. Clairement, j'y ai passé jour et nuit, j'ai passé de très longues périodes sans sortir de chez mes parents, et donc sans voir mes potes parce que je voulais absolument apprendre à évoluer vite. Dans le même temps, en 2007 à peu près, j'ai aussi commencé à mixer. Au début sur contrôleur, un vieux Hercule DJ Control MP3, puis j'ai acheté ensuite mes premières platines vinyles, donc en 2008 c'était des Newmark TT 1625. Maintenant que tout ça est dit, voyons ce qui s'est passé après et comment j'ai eu mes premières dates payées et donc comment vous pourrez avoir les vôtres. Mais avant ça, est-ce que ce serait pas le bon moment pour s'abonner, activer la petite cloche des notifications, choisir toutes les notifications et pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu, hein? Non parce que je le sais que la majeure partie des gens qui regardent mes vidéos là ne sont pas abonnés, on me la fait pas à moi, j'ai les stats. Bref, sinon la première chose que j'ai à vous conseiller, c'est travailler et encore travailler. Je sais, ça paraît idiot et bateau comme conseil, mais c'est vrai, et c'est surtout, en fait, le seul vrai bon conseil universel. Travaillez et trouvez votre propre sonorité, votre propre style, ne copiez pas sur un autre artiste, même si ça vous plaît, ça ne sert à rien, en fait, vous ne resterez qu'un artiste qui fait du... Encore une fois, pour évoluer, n'hésitez pas à checker la masse de tutos qui s'offre à vous maintenant, et à aller demander, pourquoi pas, conseils sur des groupes Facebook regroupant d'autres artistes, par exemple. Non, parce que demander des conseils à ses potes, c'est bien beau, mais très souvent, ils ne seront pas objectifs sur votre travail, donc ça vous aidera pas vraiment à évoluer. Un truc qui est bien formateur aussi, c'est d'aller jouer en teuf. N'hésitez pas à aller demander direct aux orgas si vous pouvez caler votre mix ou votre live quand vous allez sur des petites teufs. Soyez sympa avec eux, soyez pas lourd, soyez
pas défoncer parce que ça c'est clair que ce sera rédhibitoire et vous ne jouerez pas. Ensuite, pour se faire connaître, et ça je sais que ça va en faire grincer des dents plus d'un, mais aujourd'hui il n'y a pas de secret, il faut se montrer, il faut communiquer et l'outil principal c'est Internet. Perso, justement j'ai pris tous les outils qu'on avait en notre possession à l'époque, donc c'est-à-dire MySpace, Skyblog, YouTube, Forum, Mogulus Livestream qui était une plateforme de streaming, aujourd'hui ça a été racheté par Vimeo, et je continue encore aujourd'hui, plus de 10 ans après, YouTube, SoundCloud, Facebook, Instagram, Twitch, etc. etc. Oui, cette vidéo, par exemple, et toutes les autres de ma chaîne d'ailleurs, indirectement, ça reste aussi un moyen de me montrer, et donc pourquoi pas de décrocher de nouvelles dates payées. Ensuite, et ça c'est aussi très important, soyez régulier dans votre contenu. Pas comme moi ces derniers mois. Quitte à être un peu lourd, mais pas trop, n'hésitez pas à vous vendre un maximum, ne paraissez pas trop non plus imbu de vous-même, parce que ça c'est la meilleure façon de vous cramer. Si vous avez de quoi tenir un mix ou un live entier, et si des orgas de soirée ont des groupes Facebook, allez y faire votre pub, n'hésitez pas à leur envoyer vos tracks ou vos extraits de live aussi. Bon, par contre ne les harcelez pas non plus parce qu'à force c'est ultra chiant. En tant qu'orga de soirée, je sais de quoi je parle. Juste avant, je parlais d'aller jouer en teuf. Si ça arrive, n'hésitez pas à demander à vos amis qu'ils vous filment, comme ça vous aurez une belle vidéo sympa à partager sur vos réseaux sociaux. Prenez un pote à vous qui est à jeun si possible, que la vidéo ressemble à quelque chose. Par contre, et ça c'est un conseil un peu plus personnel, n'allez pas gratter l'amitié à des artistes qui réussissent, tout ça pour servir votre propre intérêt et lui dire des trucs du genre « Oh là là mec trop cool, viens on fait une collab », puis agir avec lui comme si c'était votre pote, etc. etc. pour ensuite passer à un autre artiste plus intéressant pour vous. D'une part, c'est un truc d'enculé, et d'autre part, tout le monde s'en rendra compte et vous serez cramé auprès des autres pros à un moment donné. Idem pour l'envoi de vos tracks aux artistes connus, je vous le dis comme ça, mais rien qu'à mon niveau, on en reçoit parfois plusieurs dizaines par jour, alors imaginez les très gros artistes. Ajoutez à ça les gens qui pensent qu'on est leur SAV pour leur matos, juste ne vous étonnez pas si la plupart ne vous répondent pas ou répondent très peu à vos messages. En plus de tout ça, on a une vie nous aussi. N'hésitez pas à contacter les labels aussi pour essayer de sortir vos musiques sur les différentes plateformes de streaming comme Spotify, Deezer, etc. Arriver avec plusieurs EP, singles ou même des albums, c'est vraiment un point en plus pour montrer votre sérieux. Au bout d'un moment, si votre travail est qualitatif et plaît aux gens, et si les orgas voient que vous êtes quelqu'un de sérieux, et pas un stéréotype du tougher qui fait la même pseudo tribecore rouge mental pourri, j'ai mis les 4 mêmes samples sur 3 heures de live que les 1 857 milliards de gens sur internet qui font du son depuis 3 semaines, alors il y a de fortes chances qu'on vous contacte pour mixer sur des soirées. Mais soyons honnêtes, tout ça c'est surtout valable pour les compositeurs liveurs. C'est bien plus compliqué quand on est DJ parce qu'on est beaucoup plus vite noyé dans la masse en fait. Sinon il y a une autre solution qui s'offre à vous et qui est autant valide pour les DJ que pour les liveurs. Organisez vos propres soirées. Perso, j'ai commencé avec des potes en Picardie, on a monté une petite équipe, on se faisait des calages entre potes comme ça pour s'entraîner à mixer, le tout en passant une bonne soirée. Je me suis fait inviter sur quelques teufs en Picardie. Après, j'ai déménagé dans le sud et avec des amis rencontrés là-bas, on a monté un vrai gros sound system. On a commencé à organiser au début des petites teufs, puis des teufs de plus en plus grosses et même des multisons avec d'autres sound systems avec qui on posait à ce moment-là. Bisous les copains. Là déjà ça m'a permis de jouer très souvent devant du monde, autant du mix que du live, quasiment tous les week-ends en fait et pendant quelques années. Ensuite on a monté une association en 2012 et là on est passé aux choses sérieuses. On a fait des soirées dans des bars, dans des clubs, dans des gros clubs toulousains pendant plusieurs années et on se plaçait sur quasiment toutes nos soirées. Au passage, on invitait plein d'artistes qu'on adorait pour se faire plaisir, des gros comme des petits. On a pris des risques financiers de fou pour se faire plaisir et franchement c'était génial. Mais au final, ça a permis à encore plus de gens de découvrir notre travail et c'est là tout l'intérêt. Donc si vous le sentez d'organiser, je vous renvoie à une ancienne vidéo qui explique comment monter et gérer une asso. Elle se trouve ici dans les petites fiches et aussi là juste en dessous dans la description. Ah oui, petite info importante, quand vous jouez en teuf ou quand vous jouez sur vos propres soirées, légales ou illégales, n'oubliez jamais que vous ne gagnez jamais d'argent à titre personnel. À la limite, un sound system qui va vous inviter à jouer sur leur teuf, ils vous fileront un petit billet pour la route si c'est loin, mais ça, en passant, c'est à vous de le demander dès qu'on vous demande de venir jouer. Par contre, c'est toutes ces fois où vous aurez joué, la qualité de vos compos, de vos lives, de vos mix, la qualité des soirées, des artistes avec qui vous aurez joué, le nombre d'écoutes de vos morceaux, le nombre de fois où on aura partagé vos sons, vos vidéos, etc., etc., c'est toutes ces choses qui feront qu'on finira peut-être par vous inviter à jouer sur des soirées légales et qu'on finira donc par vous donner un billet pour vos prestats. À titre personnel, c'est justement l'addition de toutes ces
ces choses dont je vous ai parlé depuis le début qui m'ont permis au final d'être contacté par des organisateurs et de jouer sur de belles soirées en étant payé. La question que vous devez vous poser maintenant, c'est comment je calcule la valeur de mon cachet? Eh ben, la réponse c'est que c'est très subjectif malheureusement. Si vous avez des potes qui sont payés pour ce qu'ils font, c'est déjà un bon repère. Vous pouvez vous adapter en vous comparant. Quelle est votre expérience comparée à lui? Est-ce que vous avez sorti plus d'EP, singles, albums que lui? Et surtout, qui a la plus grosse fanbase? C'est-à-dire qui a le plus d'abonnés, d'écoutes, etc., etc., etc. Parce que il faut pas se leurrer, là aussi ça va faire grincer des dents, mais là c'est le Ratus, organisateur de soirée, qui parle. Si votre nom sur un flyer ne fait pas déplacer les gens, même un peu, bah généralement, c'est pas vraiment la peine de demander un cachet élevé. C'est comme ça que ça marche. Plus votre nom fait déplacer les gens, et donc rentrer de l'argent dans les caisses de l'organisateur et du club, plus vous pourrez réclamer un cachet élevé, justement. D'ailleurs, à ce propos, ne vous sous-vendez pas, mais ne soyez pas trop gourmand non plus. Certains choisissent de faire moins de dates, mais beaucoup mieux payés, parce que, soi-disant, ça les aiderait à éviter les soirées avec des galères. Mon œil. Personnellement, je suis pas de cette team. Vous pouvez par exemple, comme moi, adapter votre cachet en fonction de la salle, son prestige, sa capacité totale en nombre de personnes. Vous l'adaptez aussi en fonction du prix d'entrée, vous pouvez l'adapter en fonction des autres artistes présents sur la line-up, des précédentes soirées effectuées par l'asso qui vous invite. Est-ce qu'elles étaient toutes sold out ou au contraire est-ce que c'est une asso qui fait des soirées en petit comité? Et vous avez plein de petites choses comme ça, histoire de pas trop plomber le budget de l'asso, tout en vous sécurisant quand même un cachet convenable. En gros, si vous jouez dans une salle de 100 personnes avec une entrée à 5 balles, n'allez pas demander un cachet à 500 €, surtout qu'en plus l'orga aura aussi votre trajet à payer, ainsi qu'un hébergement. Soyez cohérent avec ce qui vous attend. Ah oui, au fait, en début de vidéo, je vous disais que j'avais arrêté les cours au lycée pour me concentrer exclusivement sur la musique. Eh bien, ne faites jamais ça. Pour être franc, j'ai toujours eu du mal avec l'autorité, je me faisais clairement chier à l'école. J'ai donc tout lâché, j'ai eu la prétention et l'imbécilité de croire que je pourrais me lancer exclusivement dans la musique sans rien faire d'autre que ça. Et ça a vraiment été une énorme erreur. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir un peu m'en sortir. Enfin bon, là, avec cette épidémie, c'est quand même grave la merde. J'ai la chance d'avoir une femme qui m'aime et qui m'aide et qui me soutient là-dedans, mais ça a pris des années et beaucoup de sacrifices personnels entre les galères de vie et de thunes, des vies de couple foireuses, des boulots merdiques que je détestais. Si vous travaillez ou que vous êtes en études, continuez et ne lâchez jamais ça. Assurez-vous d'avoir un bagage et la possibilité d'une rentrée d'argent fixe et stable. Clairement, je sais que ça fait discours de vieux daron relou, mais je ne déconne pas. C'est si et seulement si l'argent que vous engrangerez avec votre musique dépasse ou s'approche de ce que vous touchez avec votre taf, et ce avec la même stabilité, que vous devez vous poser la question du « bon, est-ce que je lâche mon taf et je fais ma musique à 100% maintenant ?» Par contre, qui dit date payée et légale, dit problèmes et galères qui vont avec. On se rappelle la dernière vidéo sur le sujet, je vous la mets juste ici dans les petites fiches, mais aussi juste en dessous dans la description. Donc le mieux c'est de se mettre sous structure légale, histoire d'être un maximum protégé et sécurisé. Agence, statut d'auto-entrepreneur, statut d'intermittence, etc. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo où on verra donc les trucs et astuces pour se protéger un maximum sur ses bookings et donc éviter un maximum les galères. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Aussi, n'hésitez surtout pas à y partager votre propre parcours parce que ces conseils-là, encore une fois, sont des conseils subjectifs et uniquement liés à mon propre parcours. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pensez à activer la petite cloche des notifications et à sélectionner toutes les notifications afin d'être toujours prévenu de la sortie d'une nouvelle vidéo. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez aider financièrement la chaîne, vous avez le Tipeee, le Utip en dessous là dans la description. Vous avez aussi le bandeau avec le merch si vous voulez acheter des fringues, etc., etc. Histoire de porter un petit peu les couleurs de la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Ratus. Ciao!